Vous savez, quand on pense au métier de massothérapeute, on a tout de suite une image en tête. Une oasis de calme, lumière tamisée, musique douce, des gestes lents. On imagine une profession qui est entièrement tournée vers le bien-être, la sérénité. Mais les sources que nous explorons aujourd'hui, elles nous invitent à regarder un peu ce qui se passe derrière. Que se passe-t-il vraiment quand la porte du cabinet se referme et que, tout d'un coup, le silence s'installe? Pour cette analyse, on a un ensemble de textes vraiment fascinants. Ils explorent justement cette face un peu cachée du métier. On y parle de fatigue compassionnelle, de la solitude de l'indépendant, du fameux syndrome du sauveur, et même du sentiment d'imposture. Notre objectif, c'est donc de sonder un peu l'écologie intérieure de ces praticiens, de comprendre les défis qui sont invisibles, mais qui sont pourtant immenses. Et ce qui est vraiment frappant dans ces documents, c'est le paradoxe central qu'ils mettent tous en lumière. On a un métier qui est fondé sur le don, sur l'empathie, la connexion. Et ce même métier peut, s'il n'est pas bien encadré, mener tout droit à l'épuisement, à l'isolement et au doute. On va donc voir ensemble comment ces praticiens naviguent au quotidien, comment ils gèrent cet équilibre entre un engagement hyper profond pour les autres et la nécessité qui est juste vitale de se préserver. Alors, commençons par ça justement. Ce qui semble être le risque numéro 1, c'est cet épuisement silencieux. Les textes utilisent un terme très spécifique, la fatigue compassionnelle. Ce n'est pas un burn-out classique, c'est ça? C'est plus insidieux. Exactement, c'est beaucoup plus insidieux. C'est une usure du système nerveux. Ce n'est pas le corps qui lâche en premier, c'est la capacité à rester en lien. Une des sources explique d'ailleurs très bien le mécanisme neurophysiologique qui est derrière tout ça. C'est une histoire de neurones miroirs et de ce qu'on appelle l'empathie somatique. En fait, le système nerveux du praticien entre en résonance directe avec celui de la personne sur la table. Il devient une sorte de témoin silencieux, c'est l'expression utilisée. C'est tout à fait ça. J'aime beaucoup cette image aussi. Il devient un témoin silencieux qui absorbe, sans même s'en rendre compte parfois, le stress, les peurs, les tensions, bref, tous les non-dits que le corps du client est en train d'exprimer. Et un des textes appelle ça le transfert émotionnel et somatique. C'est donc un processus qui est largement inconscient. Oui, et c'est pour ça que c'est un piège. Le praticien finit sa journée complètement vidé, sans toujours comprendre pourquoi cette fatigue est si profonde. Ce n'est pas une simple fatigue physique, c'est autre chose. Et ce qui est vraiment contre-intuitif dans ce que j'ai lu, c'est que ça ne touche pas forcément les débutants. Au contraire, les sources insistent sur le fait que ce sont souvent les praticiens les plus expérimentés, les plus vulnérables. Comment on explique ça justement? C'est un excellent point. On pourrait penser que l'expérience protège, mais en fait, les praticiens qui ont beaucoup d'expérience, ils ont développé une qualité de présence, une capacité d'écoute qui est bien plus grande. C'est leur plus grande force. Mais c'est aussi leur faiblesse. Exactement, c'est leur talon d'Achille. Sans une régulation consciente, cette magnifique ouverture devient, et je cite un des articles, une porte constamment ouverte, tout peut entrer, sans filtre. Une porte sans seuil, en quelque sorte. C'est une très bonne métaphore. Et ça nous amène directement à un autre concept qui est très lié à le syndrome du toujours donné. Les textes expliquent qu'avec le temps, il peut y avoir un glissement identitaire. C'est-à-dire? Le praticien ne fait plus seulement du bien, il est celui qui fait du bien. Son identité professionnelle finit par fusionner complètement avec son rôle de soignant. Et du coup, prendre du temps pour soi, pour se recharger, ça devient quoi? Une source de culpabilité? Presque oui, ça devient une source de culpabilité. On se dit, comment je peux prendre une après-midi pour moi alors que tel client en aurait tant besoin? Et les textes parlent de micro-renoncements quotidiens. Ah oui, j'ai noté ça. Repousser sa pause déjeuner, accepter un client de plus. C'est ça. Répondre aux messages à 22h. Isolément, ça semble anodin. Mais répéter jour après jour, ces petites décisions créent une dette invisible. Et cette dette envers soi-même, elle devient colossale. Et j'imagine que cette dette invisible, elle pèse encore plus lourd quand on est seul pour la porter. Ce qui nous conduit à un autre thème majeur des sources au top, la solitude, surtout pour les indépendants. Oui, et ce n'est pas juste le sentiment d'être seul dans son cabinet, c'est plus profond. Un des auteurs décrit ce moment très précis que j'ai trouvé très puissant. Le client part, la porte se ferme, on arrête la musique. Et là, il y a ce silence, un silence soudain, presque assourdissant. Et c'est là que le praticien se retrouve face à tout ce qu'il a absorbé et surtout face à lui-même. Et les sources précisent bien que cette solitude n'est pas uniquement émotionnelle. Il y a un terme qui m'a vraiment marqué, la solitude décisionnelle. Absolument.
C'est un point clé. On oublie souvent que le massothérapeute indépendant, c'est aussi un chef d'entreprise, seul. Il doit tout gérer, la compta, le marketing, la gestion du planning. Les annulations de dernière minute qui plombent le chiffre d'affaires. Tout, la communication sur les réseaux sociaux, chaque décision, petite ou grande, repose entièrement sur ses épaules. Il n'y a pas de collègue pour demander un avis. Et un des textes donne cet exemple très parlant d'une séance difficile avec un client qui reste très fermé, très tendu. Une fois seul, le praticien se met à ruminer. Est-ce que j'ai manqué un signal? Est-ce que ma pression était bonne? J'aurais dû changer de technique. Et il n'y a personne à la machine à café pour lui dire « Ne t'en fais pas, ça arrive, ce client est toujours comme ça le lundi. » Personne. Et c'est là qu'une qualité, à la base le doute, le questionnement, qui sont des signes de conscience professionnelle, peut devenir toxique. Parce qu'il n'est pas partagé. Voilà. Non partagé, ce doute se transforme en rumination, en une sorte de procès intérieur permanent qui vous use de l'intérieur. La question que posent ces textes n'est donc pas comment on supprime la solitude, c'est impossible pour un indépendant, mais plutôt comment on l'habite intelligemment. Comment on trouve des moyens de débriefer, de ne pas rester seul avec ça? C'est ça, comment on ne laisse pas cette rumination prendre toute la place. Ce doute, cette rumination, ça me semble être un terrain très fertile pour d'autres pièges psychologiques, non? Les sources en décrivent deux qui m'ont semblé particulièrement puissants. Le syndrome du sauveur et ce qu'ils appellent l'imposteur silencieux. Oui, ce sont deux schémas très courants dans les métiers du soin. Commençons par le syndrome du sauveur. C'est cette tentation, souvent inconsciente, de vouloir guérir la personne, de vouloir résoudre son problème, et pas seulement de l'accompagner dans son processus. La frontière devient floue entre l'aide et la responsabilité. Extrêmement flou. Le praticien se sent personnellement responsable des résultats. Si un client ne va pas bien, il le vit comme un échec personnel. Il commence à penser à ses clients en dehors des heures de travail, à chercher des solutions pour eux. Ils portent leur fardeau. Et le risque, d'après les textes, c'est de créer une forme de dépendance. Exactement. Une dépendance thérapeutique. En se rendant indispensable, le praticien, souvent sans le vouloir, empêche le client de développer sa propre autonomie, ses propres ressources. Il devient une béquille. Et il y a cette phrase très forte dans une des sources: « Un bon praticien ne crée pas des clients permanents, il crée des personnes autonomes. » C'est un changement de perspective qui est radical. Le but n'est pas que le client ait besoin de nous, mais qu'il n'ait plus besoin de nous. C'est un vrai paradoxe pour un modèle économique qui est basé sur la fidélisation. C'est tout le paradoxe. Et à l'autre bout du spectre, il y a cette autre voix intérieure, l'imposteur silencieux qui murmure « Est-ce que je suis vraiment à la hauteur ?» C'est assez fou de lire que ce sentiment est quasi universel et n'épargne pas les praticiens les plus réputés. C'est un point crucial. Ce n'est pas un problème de compétence réelle, c'est un problème de légitimité perçue. Et les sources expliquent bien que c'est un sentiment qui est amplifié par le contexte actuel. La comparaison permanente sur les réseaux sociaux, où tout le monde a l'air d'être un expert, la pression de devoir toujours en savoir plus, de multiplier les formations, les certificats. Comme pour combler un vide intérieur. C'est une course sans fin. C'est exactement ça. Et ce qui est remarquable, c'est que la solution proposée, ce n'est pas d'accumuler encore plus de savoir. La véritable légitimité, selon ses écrits, elle ne se trouve pas dans un certificat de plus sur le mur. Elle se construit, elle se renforce séance après séance. Dans l'instant présent. Dans l'instant présent. Dans des moments très simples. Un client qui lâche un soupir de soulagement, qui respire plus profondément. Ou qui dit simplement à la fin « Oh, merci, ça m'a vraiment fait du bien ». Les textes sont clairs là-dessus. Les clients ne viennent pas chercher la perfection technique. Ils viennent chercher une qualité de présence. D'accord. Donc, on a ce tableau qui est quand même assez intense. L'épuisement compassionnel, la solitude et son poids, les pièges du sauveur, de l'imposteur. La question qui brûle les lèvres, c'est comment on fait pour tenir sur la durée? Comment on continue à donner sans se vider? Les sources doivent bien proposer des pistes. Oui, heureusement. Et le fil rouge de toutes les solutions, c'est cette idée de développer ce que les auteurs appellent une écologie intérieure. Et ce ne sont pas juste des trucs et astuces, ce sont des pratiques qui sont décrites comme des nécessités physiologiques, au même titre que boire ou manger. Ce ne sont pas des luxes. Il parle de rituel de décompression, j'aime beaucoup l'expression, mais concrètement, ça ressemble à quoi? Les exemples sont très terre à terre. Un des plus cités, c'est le lavage conscient des mains après chaque séance.
pas juste un geste d'hygiène rapide. Non, prendre 30 secondes pour sentir l'eau, le savon, et poser l'intention de laver aussi ce qui a été échangé, de revenir à soi. C'est un geste symbolique. Voilà, c'est un geste de transition. Un autre exemple, c'est de prendre 3 respirations profondes et lentes entre 2 clients, juste pour réactiver son système nerveux parasympathique, celui de la détente. Ça peut aussi être le fait de s'étirer, de faire quelques pas dehors, ou simplement de s'asseoir et de s'offrir 2 minutes de silence complet. Sans téléphone, sans musique, rien, juste être. Des micro-actions qui créent des sas de décompression, si je comprends bien. L'autre notion qui revient tout le temps, c'est celle des limites. Mais c'est pas difficile de poser des limites claires dans un métier qui est basé sur le don de soi? On ne risque pas de paraître froid? C'est la grande crainte, oui. Mais les textes retournent complètement cette perspective. L'un d'eux dit « Poser des limites claires est un acte de maturité professionnelle, pas de froideur. Il ne s'agit pas de se fermer. Il s'agit de protéger la qualité même du soin qu'on offre. » C'est une protection pour le client, au final. Mais oui, un praticien qui répond à ses messages à 23h, qui est épuisé parce qu'il n'a pas pris de pause, il sera moins présent, moins efficace, moins à l'écoute le lendemain. Ses limites protègent son énergie. Et son énergie, c'est son principal outil de travail. Donc, se préserver n'est pas un acte égoïste. C'est une responsabilité professionnelle. Absolument. Le message final de toutes ces sources est unanime. Un praticien qui dure, c'est un praticien qui a appris à s'écouter aussi attentivement qu'il écoute ses clients. La qualité du soin dépend directement de la qualité de la présence. Et cette présence, ça se cultive, ça se nourrit et surtout, ça se protège. Ce qui ressort de cette exploration, finalement, c'est tout un monde intérieur invisible derrière le geste technique du masseur. Un travail émotionnel, psychologique, qui est au moins aussi exigeant que le travail physique, si ce n'est plus. Tout à fait. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir que ce qui pourrait apparaître comme une faiblesse au début, le doute, la sensibilité à l'épuisement, le sentiment d'imposture, tout ça, c'est en fait le signe d'un engagement très profond, le signe d'une grande conscience professionnelle. Ce ne sont pas des défauts à éliminer. Non. Ce sont des signaux d'alarme, des signaux à écouter pour trouver un équilibre plus juste, plus durable. Et tout cela soulève une dernière question. Une pensée à emporter avec soi. Les sources se concentrent beaucoup sur la manière dont le praticien peut se protéger de la charge émotionnelle des autres. Mais, si on inversait la perspective un instant, que nous apprend cette nécessité vitale de s'auto-réguler sur la nature même de l'empathie, dans toutes nos relations, bien au-delà du cabinet de massage? Comment, dans nos propres vies, qu'on soit manager, parent ou ami, comment peut-on apprendre à être véritablement présent pour les autres sans pour autant s'y perdre?